Ma femme et ma belle-fille ont déposé une plainte à la police en accusant mon fils de 14 ans d'agression sexuelle. Je me suis assuré qu'elles le regrettent pour le reste de leur vie. Moi, Marc, 42 ans, je suis marié à Sophie, 39 ans, depuis 8 ans. Je travaille comme analyste en cybersécurité pour le ministère de la Défense, basé dans une unité qui me permet de rentrer chaque soir à la maison. Un bon salaire, des horaires stables, et apparemment, cela faisait de moi le distributeur automatique de billets idéal pour Sophie et sa fille, Léa. J'ai amené mon fils, Thomas, dans ce mariage. Il avait 6 ans quand sa mère est décédée d'un cancer foudroyant. Sophie est arrivée avec Léa, qui avait 10 ans à l'époque, en me vendant cette vision d'une famille recomposée idéale, où tout le monde se soutiendrait et où les enfants grandiraient comme des frères et sœurs. Sophie a démissionné de son poste d'assistante administrative à la seconde où nous nous sommes mariés. Elle disait vouloir se consacrer à son rôle de mère, ce qui semblait génial jusqu'à ce que je réalise qu'elle n'avait l'intention de materner qu'un seul enfant. Thomas recevait le strict nécessaire. Léa, elle, avait le grand jeu. De nouveaux vêtements chaque mois, des fêtes d'anniversaire hors de prix, et n'importe quel loisir financé immédiatement. J'ai remarqué le manège très tôt et je l'ai recadré à chaque fois. C'est probablement pour cela que Sophie et Léa ont fini par nourrir autant de ressentiment envers Thomas. Chaque fois que je mettais fin au favoritisme, elle s'en prenait à lui. Comme si protéger mon propre fils était une attaque personnelle contre elle. Thomas a 14 ans maintenant. Il a poussé comme un champignon ces 2 dernières années. Il fait un m85, a les épaules larges, et on lui donnerait facilement 17 ou 18 ans. Les gens pensent toujours qu'il est plus vieux. Léa vient d'avoir 18 ans, elle est majeure aux yeux de la loi, même si on ne le dirait jamais à voir comment Sophie continue de la couver. Leur tentative de favoritisme n'était même plus subtile. Léa coupait constamment la parole à Thomas, et je l'interrompais systématiquement en lui disant que Thomas parlait et qu'elle devait attendre son tour. Sophie détestait ça et me lançait des regards assassins à chaque fois. Quand Thomas racontait sa journée et que Sophie lui répondait par monosyllabes, je continuais à lui poser des questions jusqu'à ce qu'il ait fini, pour m'assurer qu'il sache que quelqu'un dans cette maison s'intéressait vraiment à lui. L'arrogance de Sophie empirait chaque année. Elle se plaignait que notre pavillon était trop petit, qu'elle avait besoin d'une nouvelle voiture, ou que ses amis avaient des choses plus luxueuses. Je lui rappelais alors qu'elle n'avait pas ramené un centime depuis 8 ans. Ces conversations tournaient court. Elle avait un don pour tout ramener à ses prétendus sacrifices, expliquant à quel point sa vie était dure et combien il était épuisant de gérer un foyer. Pendant ce temps, je rentrais de journées de 12 heures pour trouver la vaisselle sale dans l'évier alors que Sophie regardait de la télé-réalité. J'ai commencé à laisser la vaisselle là, la laissant expliquer aux invités pourquoi la cuisine était dans cet état. Noël était toujours une bataille. Sophie essayait de dépenser des milliers d'euros pour Léa tout en ne donnant que des cartes cadeaux à Thomas. Pas sous mon toit. Quoi que Léa reçoive, Thomas avait l'équivalent. Même budget, aucune exception. Sophie a essayé de soutenir un jour que Léa avait besoin de plus parce qu'elle était plus âgée. Je lui ai répondu que les besoins de Thomas n'étaient pas négociables et que si elle insistait, le budget de Léa serait simplement aligné sur celui de Thomas vers le bas. Elle a reculé. Le budget course était un autre problème. Sophie achetait du bio haut de gamme pour elle et Léa, tout en prenant des marques de distributeurs pour Thomas. J'ai réorganisé tout le système, soit tout le monde mangeait la même qualité, soit je m'occupais des courses moi-même. Elle a essayé de me tester une fois. J'ai donné tous les produits premium à une association et j'ai racheté des articles identiques pour tout le monde. Elle a compris le message. Sophie détestait le fait que je refuse que Thomas devienne invisible. Chaque fois que je le défendais, elle boudait pendant des jours. Léa a commencé à appeler Thomas le chouchou de papa avec un ton amer. Elle lui reprochait le fait que j'ai une colonne vertébrale. Comme si le problème était l'existence de mon fils, et non leur sentiment de supériorité. J'ai essayé d'avoir de vraies discussions avec Sophie sur l'égalité de traitement. Elle avait tout un répertoire de techniques d'esquive. Soit j'étais paranoïaque, soit je créais des divisions, soit j'étais trop protecteur. Elle retournait chaque conversation contre moi. Une fois, elle m'a dit que Thomas devait s'endurcir et arrêter de courir vers son papa. Je lui ai répondu que Léa devait apprendre que le monde ne tournait pas autour d'elle. Cela m'a valu une semaine de silence radio. Thomas est un bon gamin, calme, respectueux et réfléchi. Il savait que Sophie et Léa ne l'aimaient pas. C'était difficile à rater puisqu'elle cachait à peine leur mépris. Mais il savait aussi que je le soutiendrais inconditionnellement.
C'était quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Le vrai signal d'alarme est arrivé il y a environ 1 an. Je travaillais de la maison un après-midi et j'ai entendu Sophie et Léa discuter dans la cuisine. Thomas était chez un ami. Léa se plaignait de quelque chose, probablement amère parce que j'avais refusé une énième demande de shopping. Puis Sophie a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, j'en ai tellement marre que ton père défende ce gosse. Thomas ne fait pas vraiment partie de cette famille de toute façon. C'est juste le bagage de ton père qu'on doit supporter jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour dégager. Léa a ri, disant que Thomas était bizarre et flippant parce qu'il était trop silencieux. Elle a ajouté qu'elle aimerait que je laisse faire les choses au lieu de tout ramener à lui. Sophie ne l'a pas reprise, elle a juste acquiescé et a continué de préparer le dîner comme si elle ne venait pas de traiter mon fils de bagage dans sa propre maison. Je défendais mon fils depuis 8 ans, faisant barrage chaque jour, et voilà ce qu'elle pensait vraiment quand elle croyait que je n'écoutais pas. Tout ce ressentiment parce que je refusais de les laisser traiter mon fils comme s'il ne comptait pas. J'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie ce jour-là. J'ai consulté discrètement un avocat, j'ai mis de l'ordre dans mes finances et j'ai calculé ce qu'un divorce impliquerait. Mais j'avais besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal et qui protégeraient Thomas si Sophie tentait de faire traîner les choses ou de lui rendre la vie impossible pendant la procédure. C'est là que j'ai acheté les caméras. Il m'a fallu 2 semaines pour tout mettre en place. J'ai commandé des caméras qui ressemblaient à des objets domestiques normaux, une horloge dans le salon, un chargeur de téléphone dans la cuisine, un livre sur l'étagère du couloir. 347 € sur mon relevé de carte de crédit. Tout enregistrait et stockait les images sur un serveur cloud dont Sophie ignorait l'existence. Avant d'installer quoi que ce soit, j'ai fait vérifier la légalité par mon avocat. Pas de chambre, pas de salle de bain, seulement des enregistrements dans les espaces communs. Il a donné son accord, affirmant que ce serait recevable. La première semaine d'images était plutôt ennuyeuse, rien d'assez dramatique. J'ai commencé à me demander si j'avais gaspillé mon argent. Puis est arrivé le samedi. Thomas possède un sweat à capuche qu'il a depuis ses 5 ans. Sa mère le lui avait offert quelques mois avant de mourir. Le vêtement est usé, délavé, avec des pièces au coude que j'ai dû recoudre au fil des ans. Mais il est précieux pour lui, c'est l'un des derniers objets physiques qu'il a d'elle. Je suis rentré de course et j'ai trouvé Thomas assis sur la terrasse arrière, les épaules voûtées, le visage vide. Je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Il tenait son sweat, il était trempé, taché de marron et empestait le café. Il m'a fallu 5 minutes pour lui tirer les verres du nez. Léa s'en était servie pour éponger une flaque de café. Elle avait ri quand il avait essayé de l'en empêcher, lui disant de passer à autre chose avec sa mère morte. Sophie était entrée, avait tout vu, et avait envoyé Thomas dans sa chambre parce qu'il pleurnichait. J'ai vérifié les images de la caméra plus tard. Chaque mot de Thomas était vrai. J'avais Sophie en vidéo, grimaçant un sourire satisfait pendant que le cœur de mon fils se brisait. J'avais le petit rire cruel de Léa sauvegardé à 5 endroits différents. Mais à ce moment-là, je n'avais pas besoin des images, je devais agir. J'ai trouvé Sophie et Léa dans le salon en train de regarder la télé comme si de rien n'était. Je n'ai pas crié, pas besoin. Léa, tu vas remplacer la valeur sentimentale de ce sweat par 3 mois de corvée. Chaque assiette, chaque lessive, chaque poubelle. Si tu en rates une seule, je vends ta voiture. Léa est restée bouche bée. Tu ne peux pas être sérieux, c'était un accident. Tu t'es servi du dernier cadeau de sa mère décédée comme d'une serpillière en te moquant de lui. Choisis tes prochains mots avec soin. Sophie a essayé d'intervenir, tu surréagis, c'est juste un bout de tissu. Sa mère est morte, Sophie. Ce sweat est irremplaçable. Ton opinion sur le sujet est hors de propos. Je suis retourné voir Thomas, je lui ai promis que Léa subirait de vraies conséquences et que je travaillais à rendre les choses meilleures de façon permanente. Il a juste hoché la tête, demandant si on pouvait faire nettoyer le sweat correctement pour voir s'il restait quelque chose à sauver. Nous l'avons emmené chez un nettoyeur spécialisé le week-end suivant. Cela m'a coûté 85 €, mais ils ont enlevé la majeure partie de la tâche. Le visage de Thomas quand il l'a revu presque comme 9 valait chaque centime. Sophie et Léa ont été glaciales avec nous après ça. Tant mieux, qu'elles montrent leur vrai visage encore plus clairement devant les caméras. J'ai continué d'enregistrer parce que je savais que ce n'était pas fini. Et chaque séquence était un clou de plus dans le cercueil de Sophie pour le jour où je déclencherai enfin ce divorce. 2 mois après l'installation des caméras, tout a explosé.
Le mardi 14 mars. Je m'en souviens car c'était le lendemain de ma déclaration d'impôt. Je suis rentré du travail vers 18 heures. J'ai senti que quelque chose clochait dès que j'ai passé la porte. Trop calme, trop tendu. J'ai trouvé Sophie dans le salon assise avec Léa. Toutes les deux avaient l'air graves. Thomas n'était nulle part. On doit parler, a dit Sophie. Sa voix avait cette inquiétude forcée qui m'a immédiatement mis sur la défensive. Assieds-toi. Je suis resté debout. Qu'est-ce qui se passe? Sophie a passé son bras autour de Léa, qui a soudainement pris un air terrifié. Toute la mise en scène semblait répétée. Léa a quelque chose à te dire. Quelque chose de très grave. Mon estomac s'est noué. Léa m'a regardé avec de grands yeux larmoyants. 18 ans, majeure, mais jouant la victime comme si elle était encore une enfant. Thomas m'a touché. De façon inappropriée. Il est venu dans ma chambre la nuit dernière et il m'a touché. Mon fils, le gamin qui dormait encore avec une veilleuse parce qu'il avait peur du noir? Thomas, qui avait pleuré quand on avait accidentellement percuté un écureuil avec la voiture l'année dernière? Ce Thomas-là? Sophie a enchaîné immédiatement, je ne voulais pas le croire non plus, mais Léa est venue me voir en pleurant ce matin. On ne peut pas ignorer ça. On doit appeler la police. Il est assez grand pour être dangereux. C'est là que je l'ai remarqué. Le téléphone de Sophie était sur la table basse. L'écran s'est allumé une seconde et j'ai aperçu une notification, des appels récents datant de 20 minutes, avant même que je ne sois rentré. Elle avait déjà passé des appels. Elle avait déjà lancé les choses avant même de m'en parler. Tout en moi hurlait que c'était faux, mais j'ai gardé une voix calme. Mes années d'entraînement ont pris le dessus. Rester calme. Recueillir les informations. Ne pas montrer son jeu. Où est Thomas? Dans sa chambre. Je lui ai dit d'y rester. Il sait ce qu'il a fait. Je me suis dirigé vers l'escalier. Sophie m'a crié que je ne devrais pas lui parler sans surveillance, que cela pourrait compromettre l'enquête. Je l'ai ignoré. J'ai trouvé Thomas assis sur son lit, l'air terrifié. En me voyant, les mots sont sortis en rafale, paniqué, « Papa, je te jure que je n'ai rien fait. Je n'ai pas mis les pieds dans sa chambre. J'étais au lit toute la nuit. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Tu dois me croire. » Je me suis assis à côté de lui. Le gamin tremblait si fort que je pouvais le sentir à travers le matelas. Thomas, regarde-moi. J'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé hier soir. Il a pris une inspiration pour essayer de se calmer. Je suis allé au lit à 21 heures comme d'habitude, je me suis endormi en regardant des vidéos sur ma tablette. Je me suis réveillé ce matin et tout était normal. Puis après ton départ au travail, Léa a commencé à pleurer et a dit à Sophie que j'avais fait quelque chose de mal. Mais c'est faux, papa. Je te le promets sur la tombe de maman. Je l'ai cru. Pas parce que j'étais partial, mais parce que je connaissais mon fils, son caractère, et parce que je connaissais Sophie et Léa encore mieux. Maintenant, après des mois d'images montrant de quoi elles étaient capables, cette accusation ressemblait à l'option nucléaire de Sophie. Sa façon de se débarrasser de Thomas définitivement. En faire un délinquant sexuel fiché. Détruire tout son avenir avant même qu'il ne commence. Reste ici. Ne parle à personne d'autre qu'à moi. Je suis redescendu et j'ai trouvé Sophie et Léa exactement là où je l'avais laissé, en train de chuchoter. Elles se sont tues dès qu'elles m'ont vu. Alors, il a avoué, a demandé Sophie d'un ton pressant. Il dit qu'il n'a rien fait, ai-je répondu calmement. Sophie a eu un ricanement méprisant et théâtral, évidemment qu'il dirait ça, il ne va pas admettre une chose pareille, nous devons appeler les autorités ce soir avant qu'il n'essaie autre chose. J'ai levé la main pour l'arrêter, pas encore, je veux vérifier quelque chose d'abord. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application des caméras de sécurité. L'application a mis une éternité à charger alors que mon icône de batterie clignotait en rouge à 8%, c'était le pire moment possible. Le visage de Sophie a pâli avant même que l'application ne s'ouvre, une lueur d'inquiétude a traversé son regard car elle ignorait totalement l'existence de ces caméras. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé d'une voix qui commençait à trembler. L'application a enfin chargé et j'ai navigué dans l'archive des enregistrements, les mains stables malgré mon cœur qui tambourinait, pour vérifier les séquences de la nuit dernière. Si quelque chose s'était passé, la caméra du couloir l'aurait capté puisque les portes des deux chambres sont visibles.
J'ai calé le curseur entre 21h et 7h du matin, couvrant tout le couloir devant les chambres des enfants. J'ai tout regardé en accéléré pendant que Sophie et Léa restaient figées dans un silence de mort. La porte de Thomas ne s'est ouverte qu'une seule fois à 23h lorsqu'il est allé aux toilettes avant de revenir immédiatement. Il ne s'est jamais approché de la chambre de Léa. En revanche, la porte de Léa s'est ouverte à 6h30 du matin, elle s'est glissée dans le couloir, a regardé autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un observait, puis est retournée dans sa chambre. 2 minutes plus tard, elle est ressortie en pleurant et a couru vers la chambre de Sophie. L'accusation a eu lieu 30 minutes après le réveil de Thomas, soit 1 heure complète après que Léa a commencé sa mise en scène. J'ai tourné l'écran du téléphone vers Sophie pour lui montrer les images et j'ai regardé son expression passer d'une fausse inquiétude à une panique totale. Ça ne prouve rien, a-t-elle bafouillé, sa voix faiblissant à vue d'œil, la caméra a peut-être raté un moment où il est peut-être entré plus tôt. Je l'ai coupé net, ça prouve que Thomas ne s'est jamais approché de la chambre de Léa, ce sont des images horodatées avec un enregistrement continu, alors veux-tu m'expliquer comment il l'aurait agressé sans jamais quitter sa chambre? La mâchoire de Sophie s'est contractée et une lueur de défi a remplacé la peur dans ses yeux. Ça ne change rien, ils arrivent déjà de toute façon. Les appels qu'elle avait passés avant mon arrivée n'étaient pas des menaces en l'air, elle avait déjà déposé une plainte officielle. Léa a commencé à pleurer pour de vrai cette fois, une crise de panique réelle et non plus une performance. Sophie l'a serrée contre elle, mais les fissures étaient évidentes. Assez, ai-je dit d'une voix glaciale, j'ai des caméras partout dans cette maison, Sophie, le salon, la cuisine, le couloir, chaque zone commune, et j'ai des semaines d'images de toi et Léa rendant la vie de Thomas misérable, le traitant de boulet, détruisant les affaires de sa mère, tout est enregistré. Le visage de Sophie s'est tordu de rage, le masque de la mère inquiète est tombé pour laisser place à une haine pure. Tu nous espionnais dans notre propre maison, a-t-elle hurlé. Ma maison, mes caméras, et tout est légal, ai-je répliqué, et heureusement que je l'ai fait, parce que tu viens d'essayer de coller à mon fils un casier judiciaire qui l'aurait suivi toute sa vie. Sophie a crié, on n'essayait pas de détruire quoi que ce soit, on voulait juste qu'il dégage de cette maison, il n'a rien à faire ici, c'est censé être notre famille, pas la sienne. Voilà la vérité, enfin crachée au grand jour. Léa pleurait plus fort tandis que Sophie me fusillait du regard, furieuse que son plan se soit retourné contre elle. Je me suis levé et j'ai commencé à passer des appels, mon avocat d'abord. Préparez vos affaires, toutes les deux, je veux que vous soyez sortis d'ici dans l'heure. Sophie a tenté de protester, tu ne peux pas nous mettre dehors, je suis ta femme, c'est aussi chez moi. Je l'ai arrêté, tu n'as aucun droit de porter de fausses accusations contre un mineur, Léa a 18 ans, Sophie, elle vient de faire une fausse déclaration à la police en tant qu'adulte, c'est un délit pénal, et tu l'as poussée à le faire, ce qui fait de toi une complice. Le sang s'est retiré de leur visage. J'ai expliqué la situation à mon avocat pendant que Sophie me hurlait dessus, et je lui ai envoyé les images immédiatement. Il a confirmé que la fausse accusation, combinée aux autres preuves de harcèlement, me donnait tout ce qu'il fallait pour le divorce. Sophie a essayé de me menacer en disant qu'elle maintiendrait sa version et que Léa témoignerait de façon convaincante devant les flics. J'ai simplement brandi mon téléphone, je t'en prie, fais-le, j'ai hâte de montrer cette vidéo à la police pour qu'ils voient comment tu as manipulé ta fille majeure pour accuser un enfant. Elle s'est tue, réalisant enfin la gravité de ses actes. Je suis monté dire à Thomas de faire son sac pour aller à l'hôtel le temps qu'elles évacuent les lieux. Il était perdu et soulagé à la fois, je vais avoir des ennuis. Aucun gamin, tu n'as rien fait de mal, elles ont menti mais j'ai la preuve, elles s'en vont et ce ne sera plus que nous deux désormais. Il s'est mis à pleurer de soulagement et m'a serré fort dans ses bras. Nous sommes partis 20 minutes plus tard après que j'ai changé les serrures à distance via mon système de sécurité. Une fois Thomas installé à l'hôtel devant un film, je suis sorti dans le couloir pour consulter ma messagerie. Il y avait un message d'un numéro inconnu datant de 2 heures, la gendarmerie m'appelait pour un signalement concernant un mineur. Sophie était allée jusqu'au bout. Le lendemain matin, malgré le manque de sommeil, j'ai pris les devants. Mon travail d'analyste m'a appris qu'il faut toujours contrôler le récit avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. J'ai appelé les gendarmes pour leur proposer d'apporter les preuves vidéo immédiatement. L'enquête était ouverte, mais les preuves allaient changer la donne. J'ai ensuite appelé mon colonel à la base pour le prévenir, il connaissait Thomas depuis ses 7 ans et sa réaction a été immédiate, « De quoi as-tu besoin, Marc ?» Ensuite, j'ai contacté la proviseure du lycée de Thomas avant la première sonnerie. À 8h15, j'étais dans son bureau avec mon ordinateur et les preuves.
Elle a tout regardé en silence, avec un mélange d'horreur et de respect. Elle a accepté de garder l'affaire strictement confidentielle au niveau de l'administration pour éviter que la réputation de Thomas ne soit brisée par une rumeur avant même qu'il ne soit blanchi. L'enquête a duré 3 semaines, avec l'intervention de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Thomas a été entendu par des psychologues et des éducateurs en ma présence. Une fois qu'ils ont vu les vidéos et pris les dépositions, le dossier a été classé. Pendant ces 3 semaines, Thomas est allé en cours normalement, sans savoir à quel point il était passé près de la catastrophe. Le soir où la police a confirmé qu'aucune charge ne serait retenue contre lui, j'ai tout expliqué à mon fils. Il m'a demandé, « Comment as-tu su faire tout ça ?» Les caméras, l'approviseur. Je lui ai répondu que le protéger était mon seul travail et que je le prenais très au sérieux. J'ai ensuite demandé à mon avocat de lancer toutes les procédures possibles. Léa, majeure, a été poursuivie pour dénonciation calomnieuse. Face aux enquêteurs et sans Sophie pour lui dicter ses réponses, elle s'est effondrée et a avoué avoir tout inventé sur ordre de sa mère pour libérer la maison. Léa a été inculpée d'un délit pénal. Sophie, de son côté, a vu ses demandes de prestations compensatoires et de partage des biens s'envoler. Lors des audiences de divorce, mon avocat a diffusé les vidéos où elle traitait Thomas de boulet et ricanait devant la destruction de ses souvenirs. Le juge a été catégorique, Sophie est repartie avec presque rien, et surtout, j'ai obtenu une ordonnance de protection interdisant à Sophie et Léa d'approcher Thomas ou son école. Le divorce a été prononcé le 18 juillet, mettant fin à 8 ans de calvaire. 5 mois plus tard, la vie avait repris son cours. La maison était calme, saine. Sophie et Léa avaient emménagé dans le sous-sol de la sœur de Sophie, vivant dans une promiscuité totale. Sophie a essayé de nous harceler en rôdant près du lycée ou du supermarché, mais chaque infraction à l'ordonnance de protection lui a valu des séjours en garde à vue et finalement une courte peine de prison ferme pour violation de décision de justice. Un jour, Léa m'a abordé sur le parking de mon travail, l'air dévasté, pour me supplier de dire aux gens que c'était un malentendu car elle ne trouvait ni travail ni école avec son casier. Je l'ai regardée sans aucune pitié et je lui ai rappelé qu'elle avait sciemment essayé de détruire la vie d'un adolescent de 14 ans. Je suis monté dans ma voiture et je l'ai laissé là, face aux conséquences de ses propres choix. Aujourd'hui, Thomas s'épanouit, il a repris confiance en lui et a même gagné un concours d'art régional. En peignant sa chambre avec lui le week-end dernier, il m'a dit « Je suis content que ce soit arrivé, pas pour les mauvaises choses, mais pour avoir découvert que tu te battrais toujours pour moi. »